Et voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous sacré de notre magazine Actu 60. Comme vous le constatez ensemble avec nous, le changement du cadre suite au réaménagement du plateau de Kin Actu Télévision. Voilà pourquoi le restaurant Ivana la Poivrière nous a offert ce beau cadre. Merci beaucoup à madame Jumi Panda, ainsi que le jurant Papa Van. Nous avons trois invités jusque-là sur ce plateau. En principe, on devrait avoir quatre invités. Malheureusement, jusque-là, l'autre n'est pas encore arrivé. Qui pour le Sénat, pour la primature et pour l'Assemblée nationale? C'est le premier sujet. Les secondes, nous allons parler par rapport que peut-on attendre de l'actuel Parlement. Mesdames et messieurs, nous avons Maître Zorobabel Mouland. Il est membre de l'Union sacrée à qui je dis bonsoir, Maître. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, plus particulièrement à mes amis yaoïstes, ceux qui portent la lettre M dans leur main, et aussi à tous les Congolais qui nous suivent. Il y a Nera Chakaninda, il est le coordonnateur d'une structure de la société civile, Echa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent et ravi encore d'être parmi nous pour échanger sur l'actualité de l'heure. Et voilà, il y a Aristote, il est membre, il est aussi de l'Union sacrée, il est membre communicateur du parti cher au professeur Grégoire Bakandé, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Je commence avec vous, Aristote. Qui pour la primature? Mais il y a certains pouvoirs que je dirais peut-être exceptionnels que seule l'Assemblée nationale dispose. Par exemple, de censurer un gouvernement. Aujourd'hui, le Sénat peut, en République démocratique du Congo bien sûr, peut faire tout ce qu'il veut, contrôler, interpeller, mais ne peut pas faire tomber un gouvernement. C'est ce qu'on appelle la censure. C'est seul le pouvoir de l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela cette majorité-là devra être identifiée précisément à l'Assemblée nationale, la Chambre basse, des élus directs. Parce qu'au Sénat, il y a des élus, mais ils sont indirects. Alors, l'Assemblée nationale, par sa configuration majoritaire, va dégager, bien entendu, le Premier ministre. Et comme nous sommes tous conscients de ce qui s'est passé lors des dernières élections, alors aucun parti et aucun regroupement politique n'a pu avoir la majorité parlementaire. Donc, logiquement, le président de la République devra nommer un informateur dans les jours à venir, parce qu'il a déjà prêté serment. Et c'est cet informateur qui va identifier les différents partis ou regroupements qui voudraient faire ce qu'on appelle la coalition pour diriger le pays. Parce que c'est ça le travail du gouvernement, diriger au quotidien le pays. Et voilà, je ramène la même question à Nera Nerache de la société civile. Et nous estimons bien évidemment que, entre guillemets, l'Union sacrée a la majorité au Parlement, quelle que soit la configuration. Nous estimons déjà en termes de subtilité, nous ne trouvons pas déjà l'utilité de trouver un informateur parce que, à notre connaissance, l'Union sacrée était un regroupement ou une plateforme à qui le président de la N'est pas République. trouver l'informateur quand vous le proposez là, ce n'est pas violer la loi. Mais comment on va ce n'est pas une violation de la loi. La loi précise s'il n'y a pas de majorité au Parlement. En ce que je sache, l'Union sacrée est une plateforme acquise au président de la République. Donc on suppose que l'Union sacrée est déjà majoritaire au Parlement. Que doit faire l'informateur? Juste consommer encore l'argent du contribuable congolais, parce que les ressources dont dispose l'État doivent être gérées rationnellement. Et rationnellement, nous savons que l'Union sacrée a acquis au chef de l'État actuel. Et à quoi bon encore trouver un informateur alors que nous savons qu'il a au moins 80% des députés acquis à sa cause. Donc, formellement, ils n'ont qu'à configurer les choses de telle manière à pouvoir avancer et de telle manière aussi à ce que le Parlement, l'Assemblée nationale d'abord elle-même puisse trouver un bureau responsable, un bureau dirigé parmi eux, bien évidemment. Il y a encore ces médias qu'on a toujours décrits qui reviennent, mais nous espérons aussi qu'avec cette nouvelle et ce nouveau vent qui est arrivé, espérons que cette fois-ci, il y ait un bureau responsable et qu'ensemble, qu'ils se dépassent, qu'ils fassent preuve de moralité, qu'ils fassent preuve de grandeur d'esprit et d'un leadership transformateur pour que cette fois-ci, nous ayons un Premier ministre
qui est un leader, pas un Premier ministre qui est un regardant, un observateur, un Premier ministre qui ne sait pas booster les choses, un Premier ministre qui ne sait pas assurer la discipline au sein de son gouvernement, un Premier ministre qui est là que bureaucrate. Il est dans son bureau, dans les conseils des ministres, mais sur le terrain, on ne parle pas l'effectivité de sa gouvernance ou de son pouvoir. Donc, nous espérons que cette fois-ci, le chef de l'État aussi sera conséquent parce qu'il est de sa responsabilité. Et comme il a dit lui-même lors de son discours d'investiture, qu'il s'appuiera sur son mandat précédent pour éviter les erreurs du passé. Et j'estime que cette fois-ci, il fera l'effort de pallier à ses erreurs de casting. Parce qu'il a été défaillant en termes de casting. Et ce qui a fait que son cabinet était défaillant, même ses gouverneurs, ses ministres, ainsi de suite, ont été défaillants. Parce qu'au niveau où lui, il avait le leadership, il nommait des gens, il faisait des castings qui ne tenaient pas et qui ne permettaient pas d'avoir des animateurs qui ont le bon sens de la gouvernance de la chose publique ou encore qui ont le leadership de gérer les choses dans un pays où tout est complexe, tout est compliqué et qui nécessite en fait un vent de dirigeants qui ont l'essence de booster les pays vers l'émergence. Et je crois que si le président est dans cette optique, on pourrait espérer que cette fois-ci, on ait un Premier ministre qui est à la hauteur de sa responsabilité et non un Premier ministre qui observe d'ailleurs ses ministres dans l'indiscipline ou ses ministres moins performants. Le comble est que vous avez soulevé une très bonne question lorsque vous dites que non, on ne peut pas avoir un Premier ministre faible qui n'arrive pas à sanctionner, mais il y a aussi certains ministres qui ont l'impérium plus que le Premier ministre. C'est ça aussi le nœud du problème. Le Premier ministre se trouve limité pour gueuler ou encore pour sanctionner un ministre. C'est ça le problème. Je crois que le Premier ministre a les pouvoirs qui lui est conférés par la Constitution. Et je crois que le Premier ministre a les pouvoirs qui lui est conférés par l'ordonnance. Lorsque le ministre est l'ami intime du chef de l'État. Portant sa nomination. Et je crois qu'il a les pouvoirs, si c'est vraiment un leader, il a les pouvoirs de pouvoir sanctionner ses ministres. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, désolé. Donc, nous espérons que cette fois-ci, il y aura ce Premier ministre qui est responsable de son leadership. Et non un Premier ministre qui est là pour observer prétendument celui est proche de l'État, celui a des accords politiques, ainsi de suite. On va encore passer 5 ans dans les néants, 5 ans à servir à rien, et le pays va continuer à se dégrader dans le son. Et voilà, la même question, mais j'aimerais un peu changer de tournure. Je viens de soulever quelque chose d'important dans le propos de Nera. Le problème des castings est réellement pose problème dans le chef du président de la République, le casting. Qu'est-ce que le chef d'État peut faire pour arriver à un bon casting, pour que nous ayons un bon Premier ministre, un bon président du Sénat, un bon président de l'Assemblée nationale? Merci. Moi, je me pose d'abord une question. Combien de castings y a-t-il eu dans ce pays qui ont apporté de l'eau au moulin, qui ont amené un peu de pain dans l'assiette de la population, qui ont permis à ce que nos enfants étudient convenablement, soient pris en charge, qu'il y ait des mesures d'encadrement, surtout dans le système que nous avons aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Combien de dirigeants que nous avons connus qui ont permis à ce que le train de vie de la population soit équilibré. Qu'on ait un enseignant pris en charge totalement pour l'éducation de la jeunesse qui est l'avenir de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les désordres que nous connaissons dans notre pays, ne peut-on pas dire que c'est le fait de médiocres au sommet de l'État? Nous avons connu un pays aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un pays plein de kourounas, qu'on a dû distribuer des machettes en 2000 avec le FAP. Cette histoire nous suit jusqu'aujourd'hui. Madame, moi je pense que ce n'est pas un problème de casting, c'est d'abord un problème de disposition spirituelle de ce peuple. Le peuple congolais
a perdu le nord de ce qu'il doit être. Et pour moi, le président de la République, qui n'a pas réussi par de voies tortueuses, doit d'abord se débarrasser de tous les francs-maçons et de la franc-maçonnerie elle-même, de tous ceux qui croient que le salut pour le bien-être social est dans la Rose-Croix, et de tous ceux qui sont en train de polluer notre pays avec des mauvais esprits. Je vais vous dire que Mobutu, homme seul, en 67, ici à Kinshasa, 67, il avait chassé tous les marabouts. 67, 68, 69, 70, on était un pays émergent. Pas en voie, hein, émergent. 70, on a notre 71, nous avons notre propre monnaie. 72, 73, 73, 75. On était au top de toutes les finances du monde. Après, les dirigeants du monde vont le combattre pour le réduire à zéro. Enfin, nous réduire nous tous à zéro. Puisqu'on avait ici des hôpitaux de valeur, des universités, tout le monde venait ici. Même lorsqu'on parle d'un certain monsieur qui est dans notre gouvernement ici, qui a étudié chez nous comme président des étudiants burundais, c'est vrai. C'est vrai. Tous les pays africains venaient ici étudier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le président Tshisekedi a trouvé? Zéro. Pas d'université, pas d'hôpitaux, pas de médecins. Tout le monde est devenu médiocre. Alors, ma question est, pourquoi? Et comment réparer cela? Je te donne un autre cas. Répondre à ta question, j'aurais dû dire immédiatement, mais pourquoi pas prendre mon ami Bakandé Jean Grégoire? Puisqu'il est combattu avec l'histoire de la commission Bakandéja, on n'aime pas des gens qui peuvent bien travailler dans ces pays. Au moins c'est un modèle. C'est un modèle qui a été écarté injustement parce que ce qu'il veut faire va nuire à tout le monde. Qui est ce tout le monde-là? C'est tout le monde, ce sont des médiocres. C'est tout le monde, c'est justement les pilleurs. C'est tout le monde, ce sont les détourneurs. Quand on l'a écarté, on trouve aujourd'hui les mêmes pilleurs, les mêmes voleurs, les mêmes détourneurs aux côtés du président Tshisekedi. Mais vous avez levé la question de la spiritualité. Et vous voulez quel genre de spiritualité pour que le pays aille de l'avant? Parce que nous sommes dans un État laïque. Madame, vous dites très bien. Et je crois qu'il faut vous encourager à soutenir cette histoire de laïcité. Posez-vous une simple question. Qui nous a imposé le système de la laïcité? C'est l'impérialiste qui a voulu qu'on soit d'abord désordonné sur le plan spirituel. Tenez, quand le roi Léopold II est venu comme conquérant de ces grands pays comme seul maître, propriété privée de Léopold II, il a fait recours aux missionnaires. Recours à cette époque, le missionnaire catholique, c'était le monopole du christianisme, il n'y avait pas d'autre religion. Il va leur donner un ordre. Ne les apprenez pas à craindre Dieu, parce que c'est un peuple de Dieu. De quel Dieu Léopold II visait-il? Mais il faut leur mentir, sinon on ne va pas les coloniser, on ne va pas les ensauvager. La colonie est venue après, hein. Avant c'était l'esclavagisme. Et quand tu prends cette décision, les prêtres qui sont venus ne nous ont pas orientés sur le chemin de la crainte de Yahweh. Ils nous ont menés dans la Rose-Croix, l'inimitié, la franc-maçonnerie et autres sciences mystiques. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Zorobabel, en parlant de loges que vous citez là, le franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkali,
J'ai déjà tourné des émissions avec ces gens-là. Mais même quand nous partons en Europe, à l'étranger, il y a la franc-maçonnerie. Ces gens-là, ils sont évolués dans leur pays, non? Les États-Unis ont évolué avec les francs-maçons. C'est vrai qu'ils croient en Dieu, même dans leur monnaie, ils ont créé une God we trust. En Europe, ou c'est à la Grande-Bretagne, vous voyez. Mais qu'est-ce qui empêche que non, même s'il y a le franc-maçonnerie ici, qu'on n'évolue pas? Est-ce que ce n'est pas question d'homme, ce n'est pas question de la volonté politique? Apparemment, on risquerait de tout mélanger. Parce que chacun de nous, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Merci. Je crois que je commence d'abord par vider ce qui était votre préoccupation et donc, et puis poursuivre. Et donc, la franc-maçonnerie et autres nous ont été imposés pour ensauvager justement l'homme africain et l'homme noir aussi. Parce que les esprits que vous trouvez dedans, ce sont des esprits occidentaux. Donc vous êtes comme des esclaves spirituels, du point de vue spirituel, de l'Occident. Ça, c'est un élément. Mais je vais revenir. Pourquoi? Le pourquoi je réponds. Ces pays, madame, c'est le seul pays messianique qui est écrit dans la Bible. Franck Fagnol l'a dit. Personne ne comprend. Quand vous prenez Ésaïe 18, c'est dans ces pays que se trouve le peuple messianique. C'est dans ces pays que partiraient les sorts de l'Afrique tout entière. Mais qui est ce Dieu-là de l'Afrique? C'est Yahweh. Et Yahweh, c'est un Dieu jaloux. Tout ce qu'il nous a donné ici, ce n'est pas pour la gloire des autres, mais il a dit dans la Bible, allez vérifier. Si vous me tournez le dos, même vos propres filles, vous ne les prendrez pas en mariage. Au bout du monde, c'est un étranger qui les prendra. Vos biens, vous n'en bénéficierez pas. C'est biblique. Merci. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant lui-même issu de la tribu de Juda, il doit intérioriser ses combats et comprendre que sans revenir sur la crainte de Yahweh, on n'évoluera pas. Et d'ailleurs, quand tu as cité les États-Unis, madame, je vais te dire que vous avez tapé à côté. Regardez, toutes les grandes puissances font allégeance à Yahweh. Comment? Ils observent la semaine anglaise. Que veut dire la semaine anglaise? Les 10 commandements nous disent en son 3e commandement, respecter et sanctifier les sabbats. Les sabbats commencent un vendredi et se terminent un samedi soir. Et les États-Unis dont vous citez, où le président de la République prête serment sur la Bible, n'est-ce pas? Malgré le franc-maçon chez eux, mais ils évoluent. Merci beaucoup. Merci, madame. Mais ici, c'est institué, hein? Institutionnalisé. Je passe la parole à Aristote. Vous voulez rebondir? Oui, rapidement, parce que bon, j'ai vite remarqué que nous avions eu un écart que je peux qualifier de vernaculaire par rapport au cours de notre thématique. Et c'est très bien d'ailleurs, ça permet aussi une certaine ouverture pour qu'on puisse exploiter d'autres horizons. J'ai noté par ailleurs pour les premiers intervenants, notre débatteur qui est de la société civile, les co-débatteurs a soutenu qu'il n'existe, enfin, qu'il y a une majorité qui, en l'occurrence, l'Union sacrée. Une majorité claire, déjà reconnue. Bon, moi, j'ai un défaut d'être juriste, malheureusement. Je vais vous informer que vous voulez passer comme ça. Donc, l'Union sacrée n'est ni parti politique, ni regroupement politique. L'Union sacrée n'a pas de majorité. Je peux même dire formellement, c'est vrai, c'est une plateforme. Bon, il y a d'autres qui ont créé des plateformes, mais juste après les élections, après l'investiture précisément, pour dire qu'ils sont méga plateformes. Vous avez attendu. Mais je me dis, ben, vous faites partie de l'Union sacrée. Alors, quand vous dites méga plateforme, bon, l'Union sacrée sera quoi? Bon, question mark. Bon, on peut peut-être avancer pour faire comprendre un certain nombre de choses. Ça part de dispositions d'organisation du cycle de l'exercice du pouvoir dans notre pays, en termes de législature. On dit ceci, pour concourir au suffrage des élections, il faudrait aller soit comme indépendant, soit comme parti politique, membre
quand vous voulez vous présenter, ou soit comme regroupement. Nous avions vu l'Union Sacrée qui était, n'est-ce pas, ses courants politiques. C'est une plateforme politique, bien sûr, qui porte bien sûr la vision du chef de l'État, qui soutient la vision du chef de l'État, qui incarne, n'est-ce pas, l'idéologie politique du chef de l'État. C'est tellement essentiel d'évoquer les choses sur les données factuelles. Alors, sur le plan formel, nous avions plutôt constaté qu'il y a eu des sous-composantes au sein de l'Union Sacrée qui ont concouru comme regroupement et non Union Sacrée. Il n'y a jamais eu de candidat président de la République de l'Union Sacrée. Il n'y a jamais eu de députés candidats au nom de l'Union Sacrée, non. Ils étaient soit comme nous, PSG, nous étions FDCA. Il y avait l'Union des Cameroun, je crois, qui avait créé Union et puis et Alliés, quelque chose comme ça. Le MSC et Alliés, vous avez remarqué, mais ce sont à la base des membres de l'Union Sacrée. Il y a eu UDPS Tshisekedi qui était parmi les rares partis politiques qui était en solo. Et d'ailleurs, c'est le parti le plus important maintenant au Parlement, qui a 94 sièges, je crois. 94 sièges. Donc, avec 94 sièges, on ne peut pas se dire majorité parlementaire. Alors, étant donné que les autres partis politiques étaient soit aussi esselés, pour quelques rares cas, ou regroupés en regroupement, n'ont pas peut-être atteint ces caps-là de la majorité. Parce que justement, après l'Union pour la démocratie, bien entendu, le parti du président de la République, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a 94. Nous avions FDCA, il y a le parti, les regroupements de Vita Kamere, qui ont une trentaine. Jean-Pierre Bemba qui a 21, 19, il y avait un contentieux, il y avait des mésententes là-dessus, on doit se fixer, soit 21, 19, des choses comme ça. Et après, il y a eu le reste qui sont partagés. Il y a Katumbi, je crois, une dizaine, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on réfléchit sur le plan de l'orthodoxie politique et juridique de notre pays. Parce que tout est défini par la Constitution, tout est défini par la loi électorale. On ne peut pas aujourd'hui, je comprends très rapidement, mon co-débatteur qui avait dit que l'Union Sacrée a la majorité. Peut-être aussi, je ne sais pas, on ne s'est pas posé la question sur le domaine, peut-être n'est pas juriste. On a, n'est-ce pas, ces défauts-là, peut-être cette faiblesse-là, d'être trop accro au test MSC. En fait, c'est le seul dénominateur qui nous départage à cas de conflit tel qu'on a là. On se dit qu'il y a majorité, il n'y a pas de majorité, mais qu'est-ce que la Constitution dit? Voilà, on se rend compte qu'il n'y a aucun parti ni regroupement qui a atteint plus de 250 députés pour se dire majorité parlementaire. Maintenant, c'est pour cela que le chef de l'État, il va le faire, il devra nommer un informateur. Et on a attendu dans les couloirs, toujours de l'Union Sacrée, quelques déserteurs qui se sont dit, bon voilà, on va réfléchir. Mais on va réfléchir sur base de quoi? Parce que l'Union Sacrée qui n'a pas voulu aussi être un regroupement, s'est dit, bon, on est ces cadres de réflexion, ces courants politiques, cette plateforme. Merci. Mais vous partez à côté au nom de quoi? On ne sait pas. On veut précéder le président de la République par la politesse, là je ne sais pas, mais politiquement c'est... Aristote, merci beaucoup. Nous devons déjà attaquer le second sujet. L'air avait rebondir. Je crois que bien évidemment, je n'ai nullement réfuté votre perception juridique, mais de manière factuelle, parce que vous avez dit que vous partez aussi sur des bases factuelles, de manière factuelle, le président de la République a une majorité, parce qu'il a des regroupements et partis politiques qui sont acquis à sa cause. Elle doit être identifiée. Et si ces partis et regroupements sont bien identifiés, et si nous étions subtils, et que chaque regroupement est réellement acquis au chef de l'État, ça s'identifie formellement. C'est plus simple. Ça c'est le fait. C'est plus simple. Ça doit être formel. C'est plus simple de se réunir au lieu. Parce que qu'est-ce que l'informateur va faire? Pour formaliser? Consommer l'argent du contribuable congolais pour aller accueillir l'IDPS, les MLC. Il s'est fait payer combien? Il s'est fait payer combien? Donc, mais pourquoi pas bien faire les choses? Vous savez, est-ce qu'il y a moyen de laisser limite, parler? Oui, ça va dans un débat. Imaginez en fait, imaginez ce qui pouvait être fait de manière subtile. Je n'en disconviens pas que sur le plan juridique ou quoi, mais il y a cette facilité de rendre ça plus subtil que d'aller sur des combines qui veulent juste permettre à ce que chacun puisse se retrouver pour des intérêts communs. Parce que nous savons que c'est ce qui est
qui est en train de se tramer. La subtilité même, c'est cette rationalité juridique. Parce que la rationalité juridique voudrait quoi? On veut être formel. Formel, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on a connu dans ces pays, dans la même la législature qui vient de passer. Non, il a déjà fini, je ajuste quelque chose. Vous avez déjà fini? Je vais juste ajuster ça. On a connu un problème avec le FCC. Vous savez pourquoi le chef de l'État a rempli ça facilement? Parce que le FCC n'a jamais été identifié comme majorité. Merci Aristote, merci. Laissez-le chuter. Le président de la République en 2019 n'avait pas nommé un informateur. Aristote, laissez-le chuter s'il vous plaît. Je comprends bien. Mais on ne veut pas tomber dans ces pièges-là. C'est facile. Généralement, l'informateur, c'est dans les cas où ces regroupements ne seraient pas acquis. Et pour votre information, on avait même reproché au chef de l'État de ne pas avoir nommé un informateur. Toutefois, même si on nomme un informateur aujourd'hui, un député demain peut toujours quitter de cette plateforme pour devenir au président. Merci. C'est un arrêt de principe. Je voulais répondre sur le fait l'effet de la spiritualité qui a été dit ici. Je crois que quand vous voyez des pays en voie d'émergence, allez-y au Botswana, vous voyez comment le Botswana est mieux évolué que la République démocratique du Congo. C'est là où vous comprendrez qu'ici, il y a un problème d'hommes. Ils sont disciplinés, ce sont des vrais patriotes, ils ne vivent qu'avec les diamants dont le pays dispose comme richesse. Et vous comprendrez comment ces pays évoluent. Vous voyez l'Éthiopie, vous voyez d'autres pays, vous voyez comment ces pays évoluent. Aujourd'hui, si vous ne savez pas, la franc-maçonnerie d'ailleurs, ça a commencé où? C'est en France et en Angleterre. Et ce sont les pays les mieux développés de ce monde. Les Illuminati sont mieux développés aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être présent des États-Unis sans faire partie de la fraternité babylonienne. Vous ne pouvez pas être pays de la France sans faire partie de cette fraternité. Et quand vous voyez la RDC, tout ce qu'on est en train de vivre, la guerre de M23, c'est cette fraternité. Donc, l'aspect spiritualité n'a rien à voir parce que les États-Unis est un pays laïque, la France est un pays laïque, c'est dirigé aussi par toutes ces sectes, entre guillemets. En RDC, il y a ces problèmes d'hommes. Ces problèmes d'hommes, tout simplement, dès que c'est résolu, ces pays vont aller de l'avant. Sinon, on va toujours aller en spiritualité alors que les pays qui sont développés, vous verrez que la plupart de ces grands, comme de ces pays-là, ce sont des francs-maçons, ce sont des Illuminati. Merci. Et d'ailleurs, même quand vous allez en Israël, vous verrez encore que ce sont ces Illuminati qui sont en train de prendre le contrôle. Si vous permettez, je l'accompagne. Non. Maître, répondissez. Je le remercie. Je le remercie d'ailleurs de ce que vient de développer. Mais d'abord, je vais entrer dans cette histoire de majorité. Aujourd'hui, il n'y a pas une majorité. Bien entendu. Il n'y a pas de majorité. Le problème est que il y a trop de vautours dans notre milieu politique, dans notre classe politique. Malheureusement. Ce qui est malheureux. Et tout c'est mon jeune frère, qu'il sache que le jour où le pays ici voudra décoller, doit revenir à son créateur. Et son créateur, c'est ce qu'on appelle dans la franc-maçonnerie le grand architecte universel, malheureusement pour les francs-maçons. Donc on ne peut pas aller se fier à des petits esprits pour construire ces pays. Personne n'est réussi. Et encore une faiblesse, il vient de l'évoquer. Il dit la guerre de l'Est, de M23 et c'est le fait de ces histoires de francs-maçons et des autres. Bon, ça, c'est... Alors moi, je pense que le peuple congolais doit se poser une question. Pourquoi notre ancêtre belge avait dit « Bolakisa bango nzambe te » parce que bango so bebi nzambe to coloniser bango. Mon cher ami, jusqu'aujourd'hui, la RDC est opprimée. Qui peut, sur ce plateau, dire qu'on ne subit pas l'expression de l'oppression? On est opprimé. Et comment sortir de l'oppression? Il y a la civilisation, c'est un adage de la civilisation. Cet adage dit ceci. L'oppression est la sanction de l'impiété. Et la victoire, c'est le retour à la crainte de Yahweh. C'est simple. Ça, c'est un adage clé de la civilisation. C'est comme ça qu'en France, par exemple, on a connu le bûcher. En France. C'est comme ça qu'à l'époque de Mobutu, il a commencé par chasser tous ceux qui faisaient de mauvaises pratiques ici. Je vous informe peut-être que tu es...
Et on Il a est temps de été circonscrire ce que disait Moïse. Lui, il a parlé de l'homme qui mange d'or. C'est pas ça. Mais quand vous lisez, vous faites l'analyse de tout ce qui se passe dans l'Église, ça fait un problème d'éducation spirituelle. On est mal éduqué spirituellement. Merci. Et qui sont des éducateurs spirituels? C'est justement les pasteurs et les monseigneurs. Mais quand vous voyez cette... je ne sais pas s'il faut les appeler des élites ou quoi, mais c'est des élites, hein? Les pasteurs congolais, les premiers des autres, les leaders des églises dans la veille. La restauration doit être imposée. Il a parlé de beaucoup d'histoires. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas vous comparer avec un peuple qui est d'ailleurs en train de nous exploiter. Parce que s'ils vivent mieux, c'est parce que nous on est exploités. Et pour être exploité, on doit être désordonné. On doit être divisé. Merci. On doit aller en ordre dispersé. Merci, et maître. c'est là ce qu'on appelle la laïcité. Merci beaucoup. Et voilà, nous parlons sur maintenant le second sujet. Que devons-nous attendre de ce Parlement? Je commence avec Nera. Il y a eu hier la rentrée de la session extrême parlementaire. Que pouvons-nous attendre de ce nouveau Parlement? Et ce nouveau Parlement, comme vous savez, déjà la problématique de notre pays, comme je disais tantôt, est posée sur l'homme congolais en termes de mentalité, de mindset, d'état d'esprit prédisposé au patriotisme, au sentiment d'appartenance patriotique, à la transformation sociopolitique, économique, ainsi de suite. Nous attendons de ces parlements qu'elle applique juste où elle met en exergue ses responsabilités. Et ses responsabilités, c'est celui d'investir un gouvernement responsable, de contrôler ses gouvernements, de se rassurer en toute responsabilité qu'il y ait des réformes susceptibles d'amener les pays vers son émergence. C'est tout simplement ça. Nous n'attendons pas des députés cupides qui sont là que pour réfléchir comment est-ce qu'ils vont encaisser de l'argent, comment est-ce qu'ils vont augmenter leurs émoluments, comment est-ce qu'ils vont avoir des palissades, et ainsi de suite. Nous voulons un Parlement qui est acquis pour réformer, qui prédispose les pays à aller vers l'émergence. Que le profil du président du Parlement, du Parlement, quand je parle de Parlement, vous comprenez tous, du Sénat et de l'Assemblée nationale. En résumé, je l'ai toujours dit, nous avons besoin des gouvernants leaders transformateurs. Ceux qui ont ces compétences prédisposées au développement communautaire, ces compétences prédisposées à la gouvernance rationnelle, à la gestion rationnelle des ressources de l'État, ces compétences prédisposées au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l'homme. Comme vous savez, depuis Félix Tshisekedi, en matière de droits de l'homme, il y a eu des avancées significatives en matière de droits civils et politiques, mais en matière de droits économiques, sociaux et culturels, en tout cas, ça a été pied de figure. Et nous attendons à ce que cette fois-ci, ces parlements s'assurent que le gouvernement mène des projets d'action, des actions publiques qui favorisent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il faut le développement infrastructurel, il faut le développement de l'agriculture, il faut un bon encadrement démographique, il faut mieux rassurer les systèmes de santé dans notre pays, il faut des réformes éducationnelles qui favorisent des types d'hommes propices au développement de notre pays. Il faut rassurer même l'intégrité de notre territoire national. Et tout cet ensemble des choses prédispose à ce que nous ayons des gouvernants responsables. Et c'est ces profils, c'est cette manière de faire. Malheureusement, nous n'avons pas le monopole ou le contrôle en fait des profils qui constituent en général l'Assemblée nationale, parce que c'est la... Mais on a toujours connu un problème au sein de toutes ces législatures. Il n'a jamais eu le contrôle exécutif. C'est ça le problème aussi. Mais c'est parce que nous avons en majorité des députés qui ne sont que cupides, qui sont là que pour s'enrichir. Parce que quand ils font des deals en fait, il y a un dossier, il faut que nous des motions alimentaires. On ne fait pas le contrôle comme ici. Donc cette fois-ci, nous avons besoin qu'elle soit plus performante dans sa manière de contrôler le gouvernement. Mais ce n'est pas seulement de contrôler le gouvernement, mais de se rassurer à ce que des lois
soient réformées, des lois qui ne répondent plus aux faits factuels de ces jours, des lois qui ne répondent plus à l'évolution des choses, que cela soit révisé, soit réformé, mais aussi qu'il y ait des lois qui favorisent à ce que les choses puissent aller de l'avant. C'est de cette manière qu'on peut espérer à ce qu'à l'issue de 5 ans, on ait même une République démocratique du Congo qui envoie même de l'émergence. Et voilà, je passe la parole à Aristote. Aristote, quel profil que nous pouvions avoir pour le Parlement? Alors, pour le Parlement, bien entendu, nous avons en face de nous la deuxième institution de la République, qui a 2 chambres. Et comme nous savons tous, c'est le B.A.B.A. Moi, je suis parfaitement d'accord avec mon prédécesseur qui vient de mettre en été les devoirs du Parlement. Le Parlement doit confectionner, n'est-ce pas, une législation à même de porter les réformes essentielles, à s'adapter à l'avancement des choses, à nous prédisposer, pour utiliser son expression, à une certaine émergence, ce dont nous avons d'ailleurs besoin. C'est pas pour ne rien faire, en tout cas c'est une chose essentielle qui va nous permettre de nous hisser vraiment vers les attentes subtiles qui pourraient rencontrer l'éventail essentiel, n'est-ce pas, des préoccupations de nos populations en République démocratique du Congo. Aussi, mais ces outils juridiques, mécaniques, seront des outils à la disposition, dans une plus large mesure, du gouvernement et de l'administration publique. C'est pourquoi il faudrait le contrôle. Deuxième mission, on en arrive. Deuxième mission du Parlement, c'est ça, le contrôle. Nous devions contrôler ce Parlement-là. Le Parlement de la République démocratique du Congo doit être un Parlement à même de contrôler, n'est-ce pas, comment le travail s'est fait, avec les outils qu'il donne pour la gestion, les outils qu'il donne pour l'administration de la chose publique de notre pays, des affaires de l'État. Malheureusement, fort malheureusement, déjà avec ces 2 premiers pans, le cadre normatif et le contrôle, il y a à quoi, n'est-ce pas, à se dire qu'il y a des difficultés notables sur le plan quantitatif. Je peux même élaguer ça. Je peux rester seulement sur le plan qualitatif. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des débats au Parlement, il y a ce que vous attendez parler des lobbying. Le prof Bakane, déjà, on l'a salué par le confrère estimé en face. Oui, nous avions été avec ce monument, nous savons comment il a souffert. Il y a eu même des menaces de mort. Il l'a dit dernièrement à une conférence. On doit avoir le courage de le dire. Les gens qui gardent une certaine ligne encore maintenant font l'objet, n'est-ce pas, d'attaques de tout genre, voire même attentatoires à leur vie. Et c'est très difficile de concevoir un pays où on ne veut pas que les choses avancent dans le bon sens. Je me suis rendu compte tout de suite que lorsque nous avions eu les 2 premiers jeux de questions, c'était juste un débat de forme que nous avions eu, savoir s'il y a une majorité parlementaire et puis comment il faut s'y prendre pour mettre en place les animateurs. Bien entendu, au Parlement, nous avons un peu élagué parce que là, c'est carrément le jeu démocratique. Les gens vont postuler, on interdit personne de postuler et puis on va voter qui sera le président et puis les autres membres du bureau. Mais les députés doivent avoir, et les sénateurs, à l'esprit, les sénateurs d'ailleurs, ils n'ont pas encore constitué leur chambre, les élections sénatoriales ne sont pas encore organisées, ils doivent avoir en vue que les personnes qui doivent être là doivent avoir un équilibre sur les 2 poumons qui permettent à un leader qui occasionne, n'est-ce pas, un climat tout autour du leader qui amène, n'est-ce pas, un leader à faire un travail de qualité, n'est-ce pas? Mais le comble aussi que nous constatons, on a constaté aux législatives passées, les présidents des assemblées ne donnaient pas la parole comme il se devait aux députés nationaux. Raison pour laquelle à chaque fois que lorsqu'il y avait un débat soulevé par un député, et si cela touchait vraiment, c'était un débat de fond qui touchait le gouvernement, c'est le président de l'Assemblée nationale, en tout cas, qui ne voulait pas
qui étouffait la motion, encore qui étouffait le député. Exactement, question pertinente, raison pour laquelle j'étais en train de chuter sur les deux poumons, la compétence et l'éthique. Parce qu'aujourd'hui, la compétence voudrait que le président de l'Assemblée nationale qui sera président devra connaître les droits de chaque parlementaire, ses devoirs et les règles qui régissent le jeu politique au sein de l'hémicycle. Et aujourd'hui, les parlementaires qui doivent parler pour la population, on ne doit pas le refuser. Mais moi, je pense que le grand problème que nous avons et sur lequel nous devons nous concentrer, c'est par rapport à la qualité là sur les fondamentaux de ce qui devrait caractériser, n'est-ce pas, les chefs de ces corps constitués là. Nous avions parlé du gouvernement, des deux chambres du Parlement, et il faudrait que nous puissions pas nous limiter à ce qu'a dit mon co-débatteur prédécesseur et que j'étais en train d'encourager, mais j'étais à un certain moment en train de vous effleurer les contextes dans lesquels nous sommes où Merci. Le mal a tellement dominé, c'est par là que j'ai fini. Et j'ai même effleuré le fait que le prof Bakandé, qu'on a félicité ici. Il vient de partir même. Oui, on ne sait pas c'est au prix de quoi il a pu se faire cette figure-là des grands réformateurs. Bon, on est peut-être heureux qu'il soit aujourd'hui parmi les ressources aux côtés du chef de l'État, espérant qu'il en fera quelque chose, un bon usage, si on veut s'exprimer de manière vernaculaire. C'est parce que le prof Bakandé avait mis l'accent sur le troisième élément. Nous avions dit des réformes, il y a des cadres normatifs, il y a les contrôles parce qu'il faut voir ce qui s'est fait. Merci. Maintenant, le dernier élément, c'est très important parce qu'on ignore ça dans notre pays. Soyez la bref, sanction. soyez bref. La sanction va nous permettre à ce que lorsque le cadre normatif qui a été donné n'est pas exécuté à bon escient, cela va se vérifier par les contrôles. Là, on épuise déjà les deux premiers pans. Mais le troisième pan, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner. Raison pour laquelle le prof Bakandé, à son temps, il avait travaillé dans le cadre d'une commission importante, l'emblématique commission Bakandé, qui a fait à ce que les gens ont tremblé, et puis il y a eu des couvertures politiques qui nous amènent toujours au bas d'étage jusqu'à l'heure. La même question, quel profil pour le président du Sénat et de l'Assemblée nationale? Que devons-nous attendre de ce Parlement? Je commence par ce que dit mon jeune frère et confrère. Le mal, il y a un mal, et ce mal est au top aujourd'hui en RDC. Il est en train de circonscrire ce que disait mon jeune frère. Lui, il a parlé de l'homme, de manque d'homme. C'est pas ça. Il n'y a pas d'homme. Mais quand vous lisez, vous faites l'analyse de tout ce qu'ils sont en train de dire, ça fait un problème d'éducation spirituelle, n'est-ce pas? On est mal éduqué spirituellement en RDC. Et qui sont des éducateurs spirituels? C'est justement les pasteurs et les monseigneurs. Mais quand vous voyez cette... je ne sais pas s'il faut les appeler des élites ou quoi, mais c'est plus l'élite, hein? Les pasteurs congolais, les premiers des autres, les leaders des églises de réveil traditionnelles, vous trouvez que vous êtes en face des vrais bandits et vagabonds. Il y a aussi la dose politique dedans. Ils sont soutenus par les politiques. C'est ça, donc c'est devenu de la cacophonie. Et donc, tous ces gens prient là-bas. Tous ces gens prient dans ces églises. D'autres vont parce que quand il a contracté ces esprits dans ce monde mystique, et alors il faut aller chez le pasteur, lui il va les calmer. Ces gens-là, à quoi voudrez-vous compter sur des gens comme ça? Je vais donner encore un autre élément. Tout le monde a suivi Papa Molière. Il dit on payait 50 000 $ pour passer député national. 50 000. Ça n'a jamais été contredit. Jusqu'à présent. Hein? Et justement, c'est lui qui a payé le 50 000 pour devenir député national. Il est devenu député national. Vous allez vous attendre à quoi? Cette procédure ici chez nous de requête civile. Elle date depuis la colonisation. 1956. N'est-ce pas? Alors que quand vous allez en France et en Belgique, cette disposition ici chez nous, qui est pratiquement archaïque, a été innovée.
qu'est-ce qui manque pour que le législateur congolais innove aussi? Distrait par le mal. Donc moi, je ne vois pas en qui il faut compter parce que moi, par contre, ce que je peux demander pour ne pas voir tout dans les mal, le président de la République doit nous donner en toute priorité 2 ordonnances. Des ordonnances loi. La première ordonnance loi doit viser les services militaires obligatoires, ça doit être l'article 33 de la Constitution. En tout cas, l'éducation que vous êtes en train d'évoquer, il faut que l'on fasse l'armée obligatoirement. Avant d'aller dans la vie civile, il faut passer par l'armée. À l'époque du maréchal, ça a été, non, c'était ainsi, non? Non, là, il y a eu des étudiants qui allaient à l'armée. Oui, qui étaient allés, mais c'était une fois. Et si nous demandons au président, conformément à la Constitution actuelle, qu'il puisse d'abord mettre cette disposition en pratique pour éduquer l'avenir. Deuxième élément, il doit nommer un premier ministre militaire. Un militaire. On n'est pas dans un état d'urgence quand même. Non, non, les militaires, ce n'est pas question. Les militaires peuvent travailler. Ils sont très disciplinés. Très disciplinés. Ça dépend du contexte. Non, non. L'histoire d'urgence de ceci existe. Mais quand c'est le président qui prend la décision de nommer un homme discipliné à la tête du gouvernement, le premier ministre français, De Gaulle, c'était un militaire. C'est un président de la République. Ah, mais président de la République. Non. Donc, ce pays est tellement plongé dans le mal que tous nos frères civils que tu vois ici, ils n'ont qu'une seule idée en tête. Qu'on les a inculqués par leur pasteur. La prospérité. Ngonge Koki Abisope Kozwa. Tshisekedi sera dans des sales draps. Regarde ce qui s'est passé avec soi-disant méga plateforme au sein de l'Union sacrée. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Mais c'est la démocratie, non? Non, ce n'est pas une démocratie. Parce que ceux qui veulent créer cette histoire, c'est ce qu'on appelait le présidium. Or, quand vous prenez notre charte de l'Union sacrée, on doit être informé, c'est dans une réunion qu'on doit en parler. Et j'apprends encore par ailleurs qu'il semble que Kamera a nié, certains disent que ce n'est pas eux. Mais comment cette information est sortie? Donc, vous voyez, nous sommes dans... Non, ils n'ont pas nié, ils ont fait des déclarations. Ah ben Ils voilà. ont fait des déclarations, des sorties officielles même. Ah, c'est malheureux. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect. Nous l'avons dit. Nous, au moins, le parti politico-spirituel. Et nous revenons sur l'appui de ce qu'a été la commission Bakandeja. Quel est ce pays où vous êtes en train de soutenir l'immoralité dans la Constitution? Article 165, article 166. Quand on est ministre, quand on est président de la République, quand on est même les mandataires ici, mais je me lève dans la politique, on ne peut pas vous poursuivre s'il n'y a pas tenue d'un congrès. Et le congrès doit accepter si vous pouvez être poursuivi. S'il est établi que vous avez détourné, par exemple, maintenant pour vous traduire devant la justice, le congrès doit encore siéger et accepter. C'est quel genre de gestion du pays? Et ça, c'est uniquement un mécanisme pour permettre à ceux qui ont la gestion, n'est-ce pas? Merci. De piller et qu'ils seront couverts par le congrès, qui ne se tient pas n'importe comment. Ouais. Donc la commission Bakandeja, et même là, je ne sais pas si il aura gain de cause auprès de Tshisekedi, parce que tous ces vautours-là risquent de le combattre ou même de l'empoisonner comme ils ont fait avec les autres. Parce que c'est un pays qui n'a pas d'éducation spirituelle. C'est comme ça que nous avons demandé, que nous soutenons jusqu'à présent. Il n'y a pas 1000 manières de faire que d'éduquer la jeunesse qui est montante par la création d'un ministère des Affaires religieuses qui existe partout et
l'institution, n'est-ce pas, du service militaire obligatoire. Et voilà, nous tournons déjà vers la fin de cette émission. Je vous passe la parole. Vous avez juste 2 minutes. Vous rebondissez et vous concluez. Alors, merci rapidement. De ce que nous avions dit, moi, je suis dit, bon, l'essentiel a été dit, raison pour laquelle je me dis, ce sont des choses que nous connaissons comme des fondamentaux. Mais il y a certaines implications qui dénotent une certaine subtilité à ces fondamentaux-là qui permettront à ce que ça puisse être opérationnel et puis nous faire avancer d'une certaine manière. Nous avions évoqué le travail du Parlement. Il faut proposer un cadre normatif, il faut contrôler comment les choses sont gérées en application du cadre. Mais après, quand les choses s'avèrent non conformes avec ce qui a été prévu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner. La sanction n'existait pas, malheureusement. Le peu de gens qui ont pensé sanctionner, on connaît leur sort. Nous, on connaît un grand baobab, comme on dit, entre guillemets. On abuse toujours dans notre pays du régime Kabila, qui a dit avec ce que Bakandeja a fait dans le cadre de la commission qui a porté son nom, à l'époque de 1+4, jusqu'au début, en tout cas, pourvu que Joseph Kabila ne soit plus là, Bakandeja n'assumera aucune fonction politique dans ce pays. Et c'était fait, malheureusement. Bakandeja n'a pas assumé les fonctions politiques dans ce pays. Vrai, hein? Et puis, aujourd'hui, parmi les 82 bandits électoraux, maladroits, délinquants, son nom est là. Et aujourd'hui, la commission est encore d'actualité, les faits ont été cristallisés. Bien sûr, il y avait des mandats parlementaires qui l'assumaient, etc. Tour à tour, on ne savait pas le poursuivre. Mais le procureur de la République doit s'en saisir de la situation. Ce sont des gens qui doivent être mis hors d'état de nuire. Parce que malheureusement, on a constaté que le ministère public n'a rien fait à ce sujet. Moi, j'ai fait foi à la justice parce que le droit, moi, je dis, moi, j'ai un péché. J'ai les réflexes vers le texte. En principe, ce sont des personnes qui devraient déjà être interpellées par la justice. Exactement, parce que c'est une question électorale. La question électorale est en cours. Et nous avions eu les résultats provisoires. Les résultats définitifs vont être proclamés. C'est en vertu de ces résultats définitifs-là qu'il y aura cristallisation des faits. Merci. Parce qu'ils ont droit à introduire des recours. On les laisse les droits et puis on va juger. Et puis à ce moment-là, si la commission électorale a raison, vu les fraudes qui ont été constatées, ce sont les gens qui doivent être coffrés quelque part pour le bien du pays. Merci beaucoup. Nera. De plus en plus éveillé, de plus en plus exigeant, non seulement au président de la République, au Premier ministre, au gouvernement et même aux gouvernements provinciaux et même aux ETD. Et comme nous parlons de l'Assemblée nationale et dans le futur proche aussi du Sénat, nous espérons que cette fois-ci, si la population est de plus en plus éveillée, exigeante, nous espérons que nous allons coincer ces gouvernants et tous nos représentants du peuple pour qu'ils puissent être responsables dans leur manière de faire. Permettez-moi aussi de répondre parce que je m'oppose farouchement au service militaire. Et comme je l'ai dit toujours, un pays se développe grâce au contrôle social formel. Et ces contrôles sociaux formels s'avèrent par l'efficacité de l'État, l'efficacité de l'Église, l'efficacité de l'école et l'efficacité de la société. Aujourd'hui, vous êtes, tout le monde sait comprendre que l'école est défaillante, l'Église est défaillante, l'État n'en parlons même pas. Et qu'est-ce que vous allez vous attendre d'une formation militaire? Et quel est ce militaire exemplaire qui peut nous dire que si nous allons suivre la formation, nous serons des vrais citoyens, des vrais patriotes? Ce sont ces officiers aujourd'hui qui sont là, qui sont ces complices de la guerre à l'est du pays, qui sont ces hommes d'affaires à l'est du pays, qui sont à la tête des mêmes, on peut dire entre guillemets, des filiales des multinationales. Et ce sont même ces militaires qui sont les plus indisciplinés dans ces pays. Et même la police, on peut même plus en parler. Et moi, j'espère que le renforcement du contrôle social formel est la solution la plus adéquate qui peut amener à renforcer l'homme congolais par
les changements de mentalité par le comportement transformationnel. Et c'est de cette manière qu'on va espérer avoir ces types d'hommes prédisposés au patriotisme, ces types d'hommes prédisposés à la moralité, ces types d'hommes prédisposés à une gouvernance responsable et éthique. Merci. Donc, si nous avons du mal à avoir un leadership éthique et responsable, il sera complètement difficile parce que c'est un leadership éthique et responsable et défaillant, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les églises, et c'est presque partout. Et il faut qu'il y ait une classe de personnes qui pensent au comportement transformationnel, qui pensent à un changement transformationnel, et c'est de cette manière qu'on peut essayer d'aller de l'avant. Les Botswana, l'Éthiopie sont des pays exemplaires et qui peuvent nous servir même de prototypes pour qu'on puisse essayer d'implémenter ce qu'ils ont fait chez eux, pour espérer à ce que, même pendant ces manats de 5 ans, notre pays soit potentiellement ces pays émergents. Maître Zorobabel, concluez. Merci. Je pense que mon ami a demandé quel est ce militaire qui peut aujourd'hui se mettre pour dire je suis le modèle. Oui, Maître Zorobabel. Moi, je suis ce militaire qui est volontaire depuis 78, le 14 octobre. Dans l'armée, j'ai laissé l'armée en 90 par une mise en disposition pour raison d'études. Et je suis allé dans l'armée, je n'avais que la 6e année primaire, le certificat d'études primaires. Et l'éducation que j'ai connue dans l'armée, c'est ce qui m'a permis de faire seulement l'autodidactie et obtenir un diplôme. Et c'est le professeur Bakande, quand j'ai commencé mes études à l'ULK, aller lui poser la question, qui m'a dit, si toi tu termines ici, on ne va pas considérer ton diplôme. Va l'uniquer. C'est lui qui m'a poussé. Et pour aller en doctorat, il revenait encore dans le conseil facultaire et mon nom a été accepté comme étudiant ou apprenant de la 2e promotion de droit à l'université de Kinshasa. Et donc, cette éducation que nous avions, c'est lorsque on était du bon côté de l'histoire. Or, vous voulez comparer même des petits pays comme Botswana, comme ceci, cela, alors que le grand éléphant que vous êtes en train de minimiser a été infiltré, mon ami. Nous avons été infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Il y a des nominations qui se faisaient ici, qui venaient de Rwanda. Les généraux qu'on nommait ici, c'était des Rwandais. Est-ce que je dois citer Bosco Tanganda? Je dois citer Kunda Batware? Je dois citer l'M23, qui est ce vrai Congolais que vous avez entendu son nom. On prétend seulement que c'est un mouvement rebelle congolais. Ce n'est pas congolais, c'est rwandais. Donc, ce dysfonctionnement est parti de ce que je viens de te démontrer. C'est-à-dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est venu pour, n'est-ce pas, divorcer avec ses mauvaises habitudes, n'est-ce pas, et nous amener sur le terrain de la reconstruction de notre pays. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce que tu as évoqué, c'est bien. Mais comment vous allez le faire? Merci. Maman, vous savez, si aujourd'hui on remet seulement l'école primaire entre le maître de l'armée, vous verrez vous-même que les enseignants seront bien, l'école primaire aura une très bonne éducation. Donc je suis en train de dire que moi je suis président d'un parti politique. C'est la vision de mon parti politique, le mouvement pour la libération des consciences. Si nous avons soutenu le président de la République, c'est pour qu'il puisse, d'une part aussi, accepter notre vision. Merci, Maître Zorobabel. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu 3 invités sur ce plateau, à qui j'ai dit merci à Aristote, merci à Nera, merci à Maître Zorobabel. Nous avions parlé sur le profil Union Sacrée, qui pour la primature, pour le Parlement, et pour l'Assemblée nationale. Restez branchés sur nos programmes. Je remercie Madame Jimmy Panda, la responsable de ce beau cadre, Ivana La Poivrière. Merci à Papa Van Le Gérant. Merci à Enoch. Merci à Israël. Merci à Light Moutonjo. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.